On devait faire ça tous à nous-mêmes, enlever les 3 corps de la terre, les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne, personne n'a su ça. Quand on pense au complot politique, on pense aux États-Unis. On imagine la CIA en train d'organiser des coups d'État, des assassinats. Mais si je vous disais que la Belgique aussi, elle avait trempé dans des affaires sombres. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a failli changer la face de l'Afrique et du monde. Un homme qui a fait tellement trembler le gouvernement belge et les élites de l'époque qu'ils ont décidé de l'assassiner. Cet homme, c'est Patrice Lumumba, et pendant des décennies, son histoire a été transformée et manipulée pour cacher la responsabilité de l'État belge dans sa mort. Mais en 1999, un sociologue, Ludo de Witt, sort une enquête qui va faire voler en éclats la version officielle. Aujourd'hui, je vous raconte le complot derrière l'assassinat de Patrice Lumumba. L'histoire de Patrice Lumumba, on peut pas la dissocier de l'histoire de la colonisation du Congo. On est fin du 19e siècle et le roi des Belges, Léopold II, trouve que la Belgique est à la bourre. Le pays n'a pas de colonie contrairement à d'autres comme l'Angleterre ou les Pays-Bas qui en tirent énormément de richesses. Et ça l'emmerde. Commence alors la colonisation du Congo sous prétexte de mission civilisatrice. Toi-même tu sais. Dans les décennies qui suivent, la violence de la colonisation va être quotidienne. Les travailleurs congolais sont exploités, parfois payés 50 fois moins qu'un travailleur blanc dans la même entreprise. Les ressources naturelles du pays sont pillées. Dans les années 50 commence toute une période où les peuples se soulèvent contre la colonisation. L'Inde, l'Algérie, Cuba, le Vietnam, tous ces peuples se révoltent contre l'occupant colonial. Et pendant ce temps-là, Patrice, 30 ans, lui est employé à la Poste. Et la lutte pour l'indépendance, c'est pas encore son truc. Mais ça va rapidement changer. Et un des tournants décisifs, c'est quand il va se rendre à Bruxelles pour visiter l'Expo 58, où il va trouver que le ton des Belges vis-à-vis du peuple congolais est condescendant, paternaliste. C'est notamment à cette expo qu'on pouvait trouver le dernier zoo humain de l'histoire qui mettait en scène des Congolais. Quand il rentre au Congo, il fonde le Mouvement National Congolais, un parti qui prône l'indépendance. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Et il est loin d'être le seul à penser qu'il faut l'indépendance. Quand le 4 janvier 1959, des milliers de Congolais descendent dans la rue pour réclamer l'indépendance, Lumumba est parmi eux et il voit toute la détermination et l'espoir dans la foule. Mais la manifestation se termine en bain de sang. Les chiffres officiels de la Belgique sont de 47 morts, mais en fait on pense qu'il y a entre 200 et 300 Congolais qui vont mourir ce jour-là. Le Congo ne sera plus jamais le même, et Patrice Lumumba non plus. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Le gouvernement belge n'est pas stupide et il fait à ce moment-là un choix important. Il change de stratégie. Il sent que l'indépendance va arriver et va pas pouvoir l'empêcher très longtemps. Les grandes entreprises belges, le gouvernement et le roi veulent éviter à tout prix une radicalisation du mouvement et espèrent créer une fausse indépendance qui leur permettrait de garder leurs intérêts sur place. Dans une note du gouvernement belge, il est écrit noir sur blanc que le but est de créer un gouvernement congolais de tendance modérée, c'est-à-dire fondamentalement disposé à collaborer avec la Belgique. Et de tendance modérée, c'est sans Lumumba, qui lui est jugé dangereux. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Ok, ils se cachent même pas les mecs. Il est dangereux parce qu'ils pourraient ne pas être d'accord avec nous. Donc la Belgique organise des premières élections nationales au Congo, mais pas de bol pour eux, c'est l'alliance autour de Lumumba qui l'emporte. Et lui devient Premier ministre, le chef du gouvernement. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est déclarée. Baudouin, le roi des Belges à ce moment-là, qui l'a un peu mauvaise, fait un speech osé. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Les gens présents dans la salle racontent qu'à ce moment-là, Patrice Lumumba révolté commence à griffonner un discours. Ce speech presque improvisé, il va rentrer dans l'histoire et il ne s'adresse ni au roi des Belges ni au Parlement. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, cette indépendance du Congo, c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Fun fact, ce discours il n'était pas prévu et au moment où Lumumba prend la parole, vous pouvez voir l'âme du roi des Belges qui quitte son corps. Seriously, what the fuck are you doing? Mais ce qui fait péter des plombs à l'élite belge, c'est pas tellement le speech de Lumumba, c'est que derrière, il assume ça par des actes. Par exemple, il plaide pour une africanisation de l'armée, moins d'officiers belges et plus d'officiers congolais. Parce qu'à ce moment-là, la Belgique a encore beaucoup d'influence sur le Congo et notamment sur son armée.
Et en plus, il pousse les travailleurs à la grève pour obtenir des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires. Il faut imaginer, pour l'État et les grosses fortunes belges, c'est le rêve qui est en train de prendre fin. Parce qu'à l'époque, le Congo, c'est le 4e producteur de cuivre, c'est un immense producteur de cobalt, c'est un pays qui est rempli de richesses et où ils exploitent une main-d'œuvre bon marché, ils ne vont pas laisser tout s'envoler comme ça. Le colonel Van de Waal, présent sur place, écrit « Le but informulé de la politique belge est de maintenir des installations minières et industrielles. Bref, il s'agit de préserver l'intérêt des grands capitalistes de l'époque. » L'État belge ne digère carrément pas l'avancée réelle de Lumumba vers l'indépendance. Le général belge, qui commande la police et l'armée avant l'indépendance, provoque même les Congolais dans l'armée en écrivant au tableau « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Il veut bien leur mettre dans la tête que rien n'a changé et que c'est toujours la Belgique qui est aux commandes. On est littéralement 15 jours après l'indépendance officielle et la tension est au maximum dans le pays. Des émeutes éclatent et la Belgique s'en sert comme prétexte pour envoyer des troupes, soi-disant pour protéger les biens et les personnes belges. Mais dans l'ombre, l'État belge essaye toujours de déstabiliser le gouvernement congolais. Pour ça, elle va supporter en juillet la sécession du Katanga, une province congolaise qui se sépare du reste du pays. Un certain Moïse Tshombe va en devenir président et regardez ce qu'un observateur de l'ONU écrit de lui à l'époque. Tshombe est une marionnette, rien de plus. Il représente très peu de gens. Il ne prend aucune décision qui n'est pas inspirée par les Belges. Et c'est pas un hasard si la Belgique soutient la sécession de cette province. C'est la région du Congo qui détient le plus de richesses, et Moïse Tshombe est un proche des compagnies industrielles et minières qui exploitent l'or, le cuivre et l'uranium. Septembre, les choses s'accélèrent encore. Le colonel Mobutu dissout le gouvernement par un putsch militaire. Lumumba, lui, devient prisonnier de sa propre maison, sans téléphone, sans possibilité de rencontrer des gens. Il est complètement isolé. Et le gouvernement et le parlement qui sont pourtant élus sont complètement neutralisés. Dans les semaines qui suivent, le bras droit du ministre belge des Affaires africaines, oui, c'est un vrai poste, s'occupe de diffuser des messages de propagande contre Lumumba. On le fait passer pour un homme égoïste, instable, avide de pouvoir. Dans les messages codés, on l'appelle même Satan. L'État belge fait carrément diffuser une fausse lettre de Lumumba où il appellerait les dirigeants de son parti à mener les habitants comme des moutons à la première phase de la dictature. Et plus c'est gros, plus ça passe, la lettre finit même par « Vive l'Union soviétique ». Mais Lumumba, lui, il se laisse pas faire. Il se considère toujours comme le Premier ministre, et c'est ce qu'il est. Et donc il s'échappe de sa maison sous surveillance. Pendant quelques jours, en se déplaçant de village en village, il arrive à éviter les agents du colonel Mobutu. Mais malheureusement, ça ne dure pas bien longtemps et il est vite rattrapé. Paradoxalement, c'est sa popularité qui va causer sa perte. Partout où il passe, les gens lui demandent de faire un discours, et ça va le ralentir énormément. À partir de là, la Belgique a un problème. Malgré toute la propagande qu'ils ont pu faire, Lumumba reste hyper populaire et une figure de l'indépendance réelle. C'est toujours une menace pour les plans belges. Et en coulisses, la question est sur toutes les lèvres, que faire de Patrice Lumumba ? Le ministre des Affaires africaines, le comte d'Aspremont-Linden, un noble, tranche la question dans un télégramme glaçant. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique, c'est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. Quand la cavale de Lumumba prend fin, il est arrêté et enfermé dans un cachot humide, dans une prison à une centaine de kilomètres de Léopoldville, la capitale qu'on appelle actuellement Kinshasa. Et toute visite, même de sa famille, lui sont interdites. Ses conditions de détention sont tellement infâmes qu'il a même presque pas le droit de se laver. Mais début janvier 1961, une mutinerie éclate à Léopoldville. Les soldats demandent une meilleure paye, un nouveau gouvernement, mais aussi la libération de Lumumba. Les émeutes vont être réprimées, mais le constat est clair. C'est trop dangereux que Lumumba reste près de la capitale Léopoldville, où il a encore énormément de soutien. On doit le déplacer. Et le pire de ce qui pouvait arriver va se passer, la décision va être prise de l'envoyer au Katanga, la province qui avait fait sécession et où le président Moïse Tshombe le déteste. Qui a finalement pris la décision de l'envoyer au Katanga ? Ça on le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un consensus général autour de cette décision. Et ce qui est aussi clair, c'est que tout le monde sait ce qui attend Lumumba au Katanga, la mort. Le chef de cabinet de Tshombe reconnaît que pendant la période précédant le transfert, l'élite européenne est parfaitement consciente que le transfert de Lumumba au Katanga équivaut à sa liquidation. Et d'ailleurs, Lumumba ne veut pas quitter sa cellule. Il comprend probablement où on l'emmène. Ils arrivent quand même à le jeter dans un avion avec 2 autres prisonniers, Maurice Mpolo, ministre du gouvernement de Lumumba, et Joseph Okito, ancien vice-président du Sénat. Ils sont tabassés à tour de rôle pendant le vol, et quand ils arrivent sur le sol katangais, il leur reste exactement 7 heures à vivre. Les prisonniers passent quelques heures dans une maison où ils sont roués de coups. Un lieutenant belge donne l'ordre d'abattre Lumumba s'il tente de s'échapper. Au coucher du soleil, ils sont emmenés dans le plus grand secret, à quelques kilomètres, dans une zone boueuse. Loin des zones habitées, pour que l'affaire reste secrète et que surtout, aucun Congolais ne soit au courant. 4 officiers belges participent à l'opération, dont le commissaire de police, Franz Vosker. Pour eux, c'est un honneur d'avoir été choisi. Un par un, les prisonniers sont emmenés contre un arbre et abattus. C'est Patrice Lumumba qui va passer en dernier. Il meurt le 17 janvier 1961, à l'âge de 35 ans.
Tous les témoignages racontent que jusqu'au bout, Patrice Lumumba est resté fier, incorruptible et résistant. Dans une dernière lettre adressée à ses enfants, il écrit « Ni brutalité, ni sévices, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays. » 2 jours après sa mort, pour éviter de laisser des traces, les corps sont déterrés, coupés en morceaux et jetés dans de l'acide. Aujourd'hui de Lumumba, il ne reste que 2 dents. Et maintenant, l'enjeu, c'est de couvrir très vite l'affaire. Dans son enquête, Ludo de Witt écrit « Le corps de Lumumba est à peine refroidi que déjà la machinerie se met en marche pour cacher à la population congolaise, à qui on a enlevé son dirigeant, l'histoire même de sa mort. » 10 jours plus tard, 3 policiers en civil jouent le rôle des prisonniers dans un faux transfert. Le but est de faire croire qu'ils sont toujours en vie, et on va annoncer qu'ils se sont échappés quelques jours plus tard. Le traître Lumumba et ses codétenus Okito et Mpolo se sont évadés la nuit dernière de leur lieu de détention au Katanga. Pendant ce temps, le ministre des Affaires africaines belge nie l'affaire en bloc, et il insiste même dans un télégramme pour qu'un traitement humain soit réservé à Lumumba, dont la vie ne peut être en danger sous aucun prétexte. Le but de ce télégramme, c'est juste de pouvoir le sortir publiquement après, parce qu'à ce moment-là, l'État belge sait très bien que Lumumba est déjà mort et est en contact permanent avec le Katanga. Le 13 février, plus d'1 mois après leur mort, le gouvernement du Katanga lance la machine à propagande. Dans tous les journaux, on raconte que les prisonniers se sont évadés et ont été tués par des villageois. L'assassinat est dépeint comme une affaire de Congolais, un compte réglé entre Africains. Bref, on les fait passer pour des sauvages qui s'entretuent, la machine de propagande raciste bat son plein. Et jusqu'en 1999, l'affaire reste floue, étouffée, et les seuls historiens qui ont travaillé dessus suivent la version officielle de la Belgique. Et donc vous vous en doutez, le livre de Ludo de Witt, il va avoir l'effet d'une bombe. Et d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai à peine effleuré l'histoire, je vous invite vraiment à lire le bouquin en entier. Ça fait tellement de bruit qu'en 2000, le gouvernement belge est obligé d'ouvrir une commission d'enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'assassinat et l'implication éventuelle, ouais, notez bien éventuelle, de responsables politiques belges. Mais malgré toutes les preuves, la commission reconnaît seulement la responsabilité morale de la Belgique. 40 ans après l'assassinat, la Belgique présente ses excuses au Congo. L'histoire n'est pas finie et continue de s'écrire. En juin 2022, la dent de Lumumba, tout ce qui reste de lui, a enfin été restitué au Congo. Et 50 ans plus tard, on peut encore se poser la question de ce qui serait arrivé si Lumumba n'était pas mort. Parce que la Belgique ne s'est pas contentée d'éliminer physiquement Lumumba. Les élites belges ont délibérément voulu empêcher que sa vie et son travail ne deviennent une source d'inspiration au Congo et en Afrique. Et alors qu'aujourd'hui, notre Premier ministre Alexander De Croo parle encore de Lumumba comme d'un personnage controversé, il est temps que son histoire soit mieux connue. Qu'on l'enseigne à l'école et qu'il soit un symbole, pas seulement pour les Congolais eux-mêmes, mais pour tous ceux qui considèrent que le droit à l'indépendance des peuples est un droit pour tous les êtres humains.